Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, Madam Secretary of State and Madam Ambassador to the Council of Europe from France, we are honored that you are here on this occasion. And it's a great pleasure for us to present the first report as well as the first draft recommendation on local and regional democracy in France. France acceded to the Charter of Local Self-Government in 2007. And in France, and that's a quite specific characteristic of the interior of France, the local self-government, there are 36,700 municipalities, and they are there still from the French Revolution. We made a visit to France with the expert Mr. Gleppas and with Ms. Varel and Ms. Dutton-Early from the Secretariat of the Monitoring Commission. During our visit, we met central French authorities in Paris, representatives from the city of Reims, from its departmental capital Châlons-en-Champagne, and also the regional capital of the former Champagne-Ardenne region and home to the regional council, the municipality of Aix-Champagne, member of a small intercommunal association. So we had an overview of all different kinds of interior government in France. And this visit outside Paris, it's always good to visit other parts of the country, but now it was an extra helpful thing because it allowed us to hear those affected by the regional boundary changes effective from January this year, when the 22 metropolitan regions were reduced to 13. The areas we visited now lie within the Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine region, with the shift of its regional capital to the far east here in Strasbourg. These regional changes have given rise to many acrimonious exchanges, complaints received by this committee of inadequate consultation and much hype in the French press. These criticisms were also considered by the delegation, in addition to those heard during its meetings, and contributed to the delegation's conclusion of non-conformity with Article 5 of the Charter, which my co-rapporteur, Ms. Mosler-Tornström, will explain in more details in a few minutes. I think that the report gives a good overview of the situation of local and regional government in France. The visit took place in a context of a raft of major reforms in all aspects of local and regional governance. Apart from the new regional boundaries and modifying the electoral calendar, this includes a law on a new territorial organization for the Republic, called the Loi Notre, to clarify the competences at the different levels. Controversial on how to do it, but all agree that the millefeuille of complex overlapping responsibilities involving at least 4 subnational levels of governance and an array of intercommunal structures needs simplifying for reasons of efficiency in time and money and in clarity of purpose. Then it includes concern about small municipalities having to delegate responsibility to the intermunicipal level. And the issue of multiple mandates further adds to the complexity of multiple layers of responsibility, but in this case it is the personal responsibility. There was much discussion around the Loi Notre on the time-honoured principle of the general competency clause, which finally remains at the communal level, having been removed from the regional and departmental levels. There's a law improving the basis of the new commune, essentially to assist mergers, but also to define a strategy for the future. I told already that France still has over 36,500 communes which have hardly changed since the revolution. It is really interesting. It is a small scale, it makes it difficult, sometimes impossible to organize services, but there is also a very well-organized cooperation of communes, and that makes it possible to have organizing power
and representative government. Then there is a law facilitating local elected representatives in the exercise of their mandate, a measure we welcome in our draft preliminary recommendation. And a law modernising territorial public action and the status of major cities, métropoles, in conjunction with the change to the status of metropolis for several major cities. Important new proposals have also been put forward by the Mayor of Paris for updating the governance of her city, which became a metropolis from January this year. And just on 1 February, she announced a new initiative to rationalize the arrondissement in Paris from 20 down to 17. And these reforms are still ongoing. As well as all these new laws, a major reform of the global operating grant was also announced during our visit by the Ministry of Finance. And, well, let me very short go through our recommendations. We asked to draw up legislation setting out the procedures for consulting local authority representatives to ensure that they are effectively consulted. We recommend to revise the breakdown of responsibilities between the 4 subnational levels of government so as to avoid all overlapping of responsibilities. We recommend to revise the legislation on the conditions governing local taxation and in particular the setting of tax rates by local authorities in order to give these authorities greater freedom of action. Then to consider reintroducing the general clause of competence in order to respect the local authorities' right to full discretion in the exercise of their initiatives with the only limits of the law. And to revise the financial equalization system so that it actually serves its purpose of reducing financial disparities between local authorities and meets the requirements of transparency by promoting a system of equalization between levels of government. And at last, to consider ratifying Articles 3, Paragraph 2 and 7 and Paragraph 2 of the Charter insofar as the relevant legislative provisions in force in France render the de facto situation consistent with the requirements of these articles. So there's no reason not to do that, we think. I think that we have drawn up a rather balanced recommendation which I hope you will be able to adopt. Thank you. Thank you, Mr. Wienen, for that. And then I give the floor to Mrs. Moser-Turnström for 6 minutes. Thank you, Chair. Madam Secretary of State and Madam Ambassador, welcome here in the hemicycle. As Mr. Wienen just said, our first monitoring report on local and regional democracy for France since the session of the Charter in 2007 came at a time of great controversy over territorial changes put forward in the law on new regional boundaries, regional and departmental elections, and modifying the electoral calendar. This law was passed on 16th of January 2015, just a few months before our visit, and regional elections were awaited in December 2015, just ahead of the new regional boundaries coming into effect the 1st of January 2016. I don't need to remind you that the monitoring committee received many complaints about the law, which reduced the mainland regions from 22 to 13. The complaints mainly pointed to a lack of consultation, and these partly informed our questions to the authorities. All of these criticisms were also considered by the delegation and contributed to the conclusion of non-conformity with Article 5 of the Charter. As this is the nub of our report, I would like to quote Article 5. Changes in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the local communities concerned, possible by means of a referendum where this is permitted by statute. It is clear that Article 5 refers to a specific field of prior consultation of local authorities. It means changes of boundaries.
This article has to be read together with Article 4 concerning the scope of local government, and more particularly its 6th paragraph, providing a general right of local authorities to be consulted as a fundamental principle of local self-government. And this is what it says. Local authorities shall be consulted insofar as possible in due time and in an appropriate way in the planning and decision-making processes for all matters which concern them directly. This requires local authorities to be provided with a real opportunity for territorial authorities to formulate and articulate their own views and proposals. Over the years, the Congress has debated this question of consulting many times and adopted texts on the subject. From these, it is clear that consultation is a fundamental legal and democratic practice which aims to contribute to good governance, and here I refer to Congress Recommendation 171 out of 2005. Mechanism for consultation should be well established in the democratic and political relationship between the state and the territorial authorities. They should also allow local authorities' opinions to be taken into account in the formulation of policy and legislation. Local authorities should be consulted and have an active role in adopting decisions on all matters that concern them in a manner and time frame such as to have a real opportunity to articulate their own views and proposals. You might not be aware of just how much controversy has surrounded the adoption of the new law on the regions. The Senate, and now I come to a very important paragraph, the Senate, which has a mandate to represent the general interests of territorial authorities, was in a strong disagreement with the National Assembly on this law, and accelerated procedures was introduced by the government to break the deadlock in discussions, and even a joint committee convened at the end of the procedures did not find an accord between the two houses. Two legal procedures were brought, one before the Conseil constitutionnel and another before the Conseil d'État. I will not go into the details of those two cases. You have all the argumentations in your report. However, I would like to stress that in our opinion, these two decisions put into question the status of an international treaty in the French law. Where there is such a broad disconnect, the risk is that unless governments are able to publicize and explain a coherent concept as a justification for changing of boundaries based on plausible reasons of public interests, disaffected subnational authorities as well as disaffected citizens may easily lose their trust in democratic institutions. The Charter requires consultation with all local and regional communities concerned, especially when the number of affected authorities is rather small and consultation with each one of them is easily practicable, as it is the case with the French regions. The opinions of the senators who do not represent single territory entities, and that means regions, cannot be regarded as consultation as required by the Charter, nor can their participation in the course of their parliamentary work be characterized as a prior consultation in due time and in an appropriate way for the regional authorities as stipulated in the Charter in its Article 4.6 and 5. Just a few days ago, we were in contact with some local elected representatives from the south of France who complained about the way the metropole Aix-Marseille-Provence was created. They complained about the fact that this new structure has been imposed to them without any kind of prior consultation. I have given rather a lengthy explanation, I know, of the reasoning by the delegation to reach the opinion of a violation of the Article 5 of the Charter by France as regards the law on the regions. But I think you will agree that the amount of polemic stirred up by this subject
had a need of this explanation. As to our recommendation on this matter, we call on French authorities to draw up legislation setting out the procedures for consulting local authority representatives to ensure that they are effectively consulted in due time and in an appropriate manner in all questions directly concerning these authorities, including a priori changes in their boundaries. Thank you for your attention. Thank you for that. And that means the debate is now open. And I call for the first speakers in the debate, Mr. Angelopoulos. You have 3 minutes. Mr. President, je lis avec beaucoup d'intérêt le rapport de la Commission de suivi sur la démocratie locale et régionale en France. Je tiens à féliciter le rapporteur pour cette analyse approfondie. La lecture de votre rapport donne clairement l'impression que la procédure d'adoption de la loi relative à la nouvelle délimitation des régions a été menée en violation des dispositions de l'article 5 de la Charte. Je trouvais réellement convaincants les arguments avancés en la matière dans ce rapport, mais j'avoue que je me demande encore ce que signifie la recommandation correspondante qui appelle les autorités françaises à mettre en œuvre une procédure de concertation plus précise et juridiquement contraignante afin que cette situation ne se reproduise pas à l'avenir. Faut-il en conclure que nous sommes ici devant un fait accompli qu'une recommandation ne pourra pas corriger? Je vous remercie. Thank you for that. And now I give the floor to Mr. Cadore. And after that, Mr. Johansen. Merci, Président. Je voudrais, moi aussi à mon tour, remercier les rapporteurs parce qu'il s'agit du premier rapport en la matière qui est remonté jusqu'à la monarchie féodale française en passant par la Révolution et jusqu'aux réformes de décentralisation. Donc convenez qu'il s'agisse là d'un long processus qui demande du temps. Et vous connaissez bien la formule bien française, quand 2 Français discutent, il y a 3 avis. Donc la procédure qui a été évoquée ne doit pas quand même cacher qu'en matière de démocratie locale, de pouvoirs locaux, les 36 500 communes, d'abord je vous informe qu'elles sont beaucoup moins aujourd'hui, elles sont moins de 35 000, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une fusion de communes sur la base du volontariat. Donc vous voyez, là la consultation se passe très bien au niveau local et des communes, en quelques mois, on est passé de 36 500 à moins de 35 000. Donc nous sommes sur la bonne voie et c'est basé sur le volontariat des communes. Alors, donc je ne voudrais pas que l'arbre cache la forêt. Il y a une véritable démocratie locale en France et je voudrais, à l'occasion de ce rapport, attirer l'attention de l'Assemblée sur 2 points. Il nous semble que dans le rapport, il y a lieu de distinguer 2 notions qui sont utilisées, l'autonomie financière et l'autonomie fiscale, parce que l'un n'est pas forcément le corollaire de l'autre. Je crois que c'est un point intéressant de voir si les collectivités locales ont cette autonomie financière. Le deuxième, et il a été évoqué abondamment, longtemps du moins et abondamment, c'est le concept de consultation. Donc nous avons dit lors de nos discussions que la consultation, le concept n'était pas défini en tant que concept juridiquement. Simplement nous voulons, bien sûr, la non-conformité a été évoquée, nous sommes d'accord dans l'ensemble avec les recommandations. C'est simplement sur le rapport, nous aurions voulu que ce concept de consultation soit clarifié pour éviter des interprétations différentes d'un rapport à l'autre. Voilà, c'est un peu notre souci. Recommander à un État de définir le mécanisme de consultation, peut-être que dans nos recommandations, on devrait être aussi plus précis par ce qu'on appelle consultation, parce que on peut, si l'on regarde tous les rapports, ce concept n'est peut-être pas apprécié de la même manière. En tout cas, c'est ce que je voulais dire tout en remerciant les rapporteurs, que cela permet au Congrès, mais aussi à la France, d'avoir un état des lieux de cette démocratie locale et régionale, même s'il y a débat, discussion, et je crois qu'on ne peut pas en tout cas dire qu'il n'y a pas débat, puisqu'il y a eu des plaintes, le Conseil constitutionnel qui est
évidemment, qui est gardien du temple, s'est prononcé, le Conseil d'État, le Sénat, donc la démocratie vit. Alors, il est évident que réformer, c'est pas facile. C'est pas facile. On l'a dit tout à l'heure, 36 500 communes. Il faut réformer, discuter, débattre, ça prend du temps. En tout cas, merci pour votre attention et merci au rapporteur pour ce travail. Thank you for that. Now I give the floor to Mr. Johansson, and after Mr. Johansson, Mr. Leck. Thank you, Chair. I also want to congratulate the rapporteurs with this very detailed report. Coming from a small country with a relatively simple administrative structure, I found the report both fascinating, confusing, and even scaring at certain points. In the report, you describe the reform quite precisely, the incoherence of the current territorial organization, which the reform is meant to fix. But in your recommendations, you call for the French authorities for a clearer division of competences between the different levels of local authorities in order to avoid overlapping, and you ask for clarification of the financial equalization process. These issues seem quite basic for local and regional reform. But in my impression, also from speaking with French representatives and others, there's one element lacking, that is the question of how do you get the general public involved in this discussion? It seems that neither the reform nor the reforms of the election system have taken much into concern how do you get people to understand the new process. So that raises two questions for me to the rapporteurs and also to the French representatives. One, do you think that this reform as it is now is coherent as it is, can solve the problems it is intended to fix, or is it the first step in a longer process? And secondly, have you any recommendations to the French authorities and how to ensure that the process and the reform is not only transparent and understandable for the local authorities, but also for the general French public? Thank you. Thank you for that. And now it's Mr. Leck, and after Mr. Leck is Mrs. Helgeson. Monsieur le Président, merci. Je dois dire au nom de la délégation française que les rapporteurs ont fait un énorme travail qui tardait depuis des années, malheureusement, compte tenu des réformes qui se sont multipliées. J'ai rappelé d'ailleurs à Paris, lorsque la Commission s'est réunie, que toutes ces transformations qui sont indispensables et qui avaient été recommandées par l'Union européenne auraient nécessité une consultation plus profonde et que notre pays avait fait une interprétation large de la Charte d'autonomie à ce sujet. Mais nous considérons, au niveau de la délégation française, qu'il s'agit nullement d'une violation de l'article 5 de la Charte d'autonomie locale. J'ai précisé que le Conseil d'État, comme le Conseil constitutionnel, avait l'un et l'autre statué et avait rejeté précisément les griefs qui étaient faits au niveau de l'article 5. J'ai souligné que ces deux hautes juridictions avaient rejeté toutes deux les recours qui avaient été exercés. Par ailleurs, concernant le redécoupage des régions et le renforcement de leurs compétences, les conseils économiques, sociaux et environnementaux de chaque région se sont autosaisis et ont normalement émis des avis qui ont été transmis tant aux présidents de conseils régionaux qu'aux préfets de région. J'ai également indiqué que les conseils régionaux concernés par ces modifications avaient parfois, et ça n'était pas vrai partout, été saisis. J'attire l'attention de l'Assemblée sur le fait que les collectivités locales en France sont regroupées en grandes fédérations qui sont les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics. C'est ainsi que l'Association des maires de France a été consultée sur les grandes réformes relatives aux agglomérations, que l'Assemblée des régions de France a également été reçue par le Premier ministre et le Président de la République pour faire part éventuellement de leurs désaccords et le redécoupage sur le redécoupage de certaines régions. Tout cela a eu parfois des effets et la loi a été modifiée. Les compétences ont été renforcées, 13 grandes régions ont été définies pour qu'elles deviennent des motifs, des locomotives économiques, et les départements seront consacrés maintenant dans le domaine social. Je dois vous dire aussi que la délégation française souhaite donc que soit constaté par rapport à l'article 5 que l'expression violation est inappropriée et qu'il convient davantage de constater une non-conformité, comme le dit d'ailleurs les recommandations. Je dois vous préciser que, malgré les résistances légitimes qui s'ensuivent, les collectivités locales et régionales en France demeurent le socle incontesté et démocratique du développement économique, puisqu'elles représentent à elles seules près de 65% des investissements publics de notre pays. Elles sont le reflet de la diversité culturelle, sociale et politique de notre pays.
de nos collectivités qui aspirent toujours à plus d'autonomie et de liberté dans l'esprit de notre charte européenne. Cette marche permanente pour préserver l'authenticité et la démocratie locale et régionale doit naturellement se concilier avec une nation, une république sociale et laïque qui est l'héritière de la Révolution française, fortement centralisatrice, moyen d'ailleurs à l'époque nécessaire à sa réussite et à son épanouissement à travers toute l'Europe. Voilà les précisions que je souhaite donner à notre Assemblée, apportées de la part de notre délégation, qui bien évidemment vous invite à approuver les recommandations de nos rapporteurs, que je salue une nouvelle fois, même si nous sommes très réservés sur le rapport lui-même. Thank you for that. And then I give the floor to Mrs. Helgesen, and after that, Mrs. Buchmann. Thank you, Mr. President. And first of all, thank you to the rapporteurs for the good work and very interesting report, and also today the very clear message. I have a question about the consultation process. From abroad, we get the impression that it's difficult to launch a debate about territorial organization in France. It is obviously a thorny issue given the setbacks and delays faced by the previous government in their intentions for territorial reform. This reform project was finally completed, but in quite questionable conditions. So, the rapporteurs, would you say the debate around these issues is deadlocked in French society? Following your visit and your work on local and regional democracy in France, how do you sense the French society's overall reaction to this kind of reform? Thank you so much. Thank you for that. And now I give the floor to Mrs. Buchmann, and after that, Mr. Oos, who is from the youth group here in the Parliament today. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais tout d'abord féliciter les rapporteurs pour le remarquable travail qu'ils ont effectué. La situation en France est très complexe et ils sont arrivés à décrire l'évolution des institutions locales et régionales en France avec maestria. Même si certains aspects auraient nécessité d'être repris ou précisés, nous n'avons en effet pas eu assez de temps pour des échanges entre les rapporteurs et la délégation française qui auraient pu apporter des affinements. Le changement en cours de session aussi ne nous a pas facilité la tâche. Il est vrai que le Congrès ne souhaitait pas interférer dans le déroulement des élections régionales en France. Le hasard du calendrier du Congrès a fait que le monitoring de la France, décidé il y a plus de 4 ans, me semble-t-il, a eu lieu en même temps que le bouleversement des élections territoriales et des élections régionales. Je tiens à préciser, parce que j'ai lu des choses un petit peu à droite à gauche, comme quoi ce monitoring est la conséquence des recours qui ont été déposés. Je tiens à préciser qu'il s'agit en réalité d'une démarche qui est liée à la procédure même de la charte de vérification de la mise en œuvre de ces principes, charte que la France a signée, comme ça a été dit, en 1985 et ratifiée en 2007. Il y a effectivement, le monitoring montre qu'il y a eu des avancées, mais il met aussi l'accent sur des aspects à faire évoluer. On a abordé à plusieurs reprises la question de la réforme territoriale. Il est vrai que ça a complètement bouleversé notre pays. J'étais conseillère régionale, et pour ne prendre que le cas de l'Alsace, aucun élu d'aucune assemblée alsacienne ne s'est exprimé en faveur du périmètre dans lequel se sont déroulées les élections régionales en décembre, quelle que soit leur sensibilité politique. On peut aussi s'interroger sur le mode de scrutin particulièrement abscon qui a été utilisé. Effectivement, on peut parler de non-conformité à l'article 5 de notre charte. Néanmoins, je crois que plus largement en France, il y a une nécessité de renouvellement de l'idée même, de la façon même dont la démocratie s'établit, se met en œuvre, et de développer une culture plus proportionnaliste. Il y a la proportionnelle pour l'élection de certaines assemblées, mais globalement, il n'y a pas vraiment encore une culture proportionnaliste. Cette culture proportionnaliste pourrait peut-être aussi être portée par des élus qui représentent plus largement l'éventail socio-culturel. Il s'avère que très longtemps, il n'y a pas eu de statut de l'élu. Maintenant, il y a un statut, mais il n'est pas encore suffisant, ce qui veut dire que les gens qui se retrouvent dans les assemblées, que ce soit au niveau du Parlement ou au niveau local, sont très souvent des gens qui, par ailleurs, sont protégés, soit parce qu'ils sont fonctionnaires, soit parce qu'ils sont dans des entreprises qui leur permettent de faire ce travail-là sans qu'ils soient pénalisés dans leur activité professionnelle. Et je pense qu'il est très important, effectivement, que ce statut permette à ce que l'ensemble des
de la société soient représentés, aussi les paysans, aussi les ouvriers, aussi les entrepreneurs, qui sont hélas très absents. Les femmes, grâce à Dieu, sont maintenant plus représentées parce qu'il y a eu des mesures particulièrement positives, mais je crois qu'il faudra très rapidement qu'il y ait un post-monitoring, ce qui rentre aussi un peu dans nos attributions. Je vous remercie. Thank you for that. I give the floor to Mr. Oost from Austria, and after that, Mr. Pinto from Portugal. Thank you, Mr. Vice President, members of Congress. I would like to thank, first of all, the rapporteurs for the brilliant job they did, for the detailed and substantial recommendation they come up with. It is a report that lines out some very concrete recommendations, but that honors and values also, in general, the efforts made by the French Republic to strengthen local and regional authorities and ensure an effective cooperation between the national and the subnational levels. I'd like to highlight one element that seems to me most essential of this recommendation. It's the recommendation to draw procedures of consulting local and regional authorities. I consider this as an essential part because it's a horizontal issue. It's about the general procedures of a respectful cooperation between the national and the subnational authorities. I was, however, wondering a little bit when reading the draft recommendation why in paragraph 5, article A, so litera A, it is only referred explicitly to local authorities and not to regional authorities any longer, because this was actually also mentioned before in the preliminary considerations in paragraph 4. There we refer to local as well as regional authorities. Second, allow me to quickly come also to the general clause of competence. I like to stress that the general clause of competence is an essential element to give a real meaning to our principles of decentralization and subsidiarity. I think it should be especially this Congress to stand up to defend and also promoting these principles. Of course, we have to be careful to avoid overlapping and duplication. And yes, we will have to guarantee a consistency between the measures taken at national level, at regional level, and also at local level. What we need is a constructive cooperation between national and subnational authorities, not a harmful competition. But if a new challenge emerges, and the responsibility for dealing with it is not determined yet, I'm convinced that it should fall within the competence of local and regional authorities, as they are, as this Congress also has pointed out multiple times, the authorities closest to the citizens. This is what subsidiarity means to me, and I think this should be what we should stand up for, be it in France as well as in any other member state. Thank you very much. Thank you so much for that intervention. Then the floor is open for Mr. Pinto from Portugal, and after that, Mr. Olokcho from Ukraine. Je veux saluer Monsieur le Président et les rapporteurs pour ce rapport et poser cette question. La France a une caractéristique par rapport aux autres États européens, c'est de cumuler sur environ 2 siècles des structures sans jamais en détruire aucune. D'où un grand nombre de communes auxquelles se superposent maintenant des intercommunalités, des communautés de communes qui viennent s'ajouter à des structures existantes. Cela vient donc accroître la complexité de ce fameux millefeuille territorial. Avez-vous le sentiment que la contestation à l'égard de la réforme régionale s'inscrit dans ce conservatisme structurel qui caractérise la France territoriale depuis le XIXe siècle? Thank you for that. And now I call for Mr. Olokcho from Ukraine, and after that, Mr. Gauguin from France. Уважаемые члены Конгресса, прежде всего хочу искренне поблагодарить и докладчиков, и французскую делегацию Конгресса за интересный опыт развития местной и региональной демократии в вашей стране, которая за территорией и
численностью сравнима с Украиной. У вас долгая и опытная история развития местного самоуправления. Мы изучаем работу французских национальных муниципальных институтов в регионах Франции. Мы знаем, что еще сравнительно недавно ваша страна была с высокой степенью централизации управления, но примерно 30 лет назад французским парламентом был принят закон о децентрализации исполнительной власти и представлении регионам широких полномочий. И надо сказать, Франция в этом процессе преуспела. Я имею в виду вовлеченность граждан в управление, так называемую демократию участия. Именно Франция явилась одним из инициаторов создания Европейского Союза, то есть объединения Европы. Для нашей страны очень важен опыт французской демократии в реализации Европейской хартии о местном самоуправлении. В Украине уже второй год проходит реформа децентрализации, создаются объединенные территориальные коммуны, а началась она из бюджетной децентрализации. Доля собственных средств общих общин увеличилась. В этом нам помог французский опыт финансовой самостоятельности. Гипертрофия центральной власти очень опасна для стран Европы. Поэтому у нас тоже началась территориальная реформа, которая также опирается на французский опыт внедрения префектур и префектов как контрольно-наблюдательного института, который прописан в украинском проекте Конституции и принят в первом чтении украинским парламентом. И завершая выступление, предлагаю проект рекомендаций Конгресса о местной и региональной демократии во Франции поддержать. Спасибо за внимание. Thank you for that. Mr. Kegan, France. Monsieur le Président, merci. Merci au rapporteur, à l'expert et à nos services donc, pour le rapport très intéressant qu'ils ont réalisé. Je voudrais, moi, vous parler avec mon cœur d'une expérience d'élu local de base. Donc, de ce que j'ai pu faire sur le territoire, et notamment grâce à l'expérience que je vis ici depuis plusieurs années, grâce à votre contact, à ce qui se passe dans nos différents pays. Nous avons en France l'héritage des 36 700 communes, c'est-à-dire la suite des 40 000 paroisses de l'Ancien Régime. Mais comme l'a dit Xavier Cadorette, il y en a moins désormais puisque, avec les communes nouvelles, il y a plus de 1000 communes qui ont fusionné donc en 2015 et 2014 auparavant. Maire d'une commune rurale au cœur de la Bretagne, j'ai créé la première communauté de communes de France. Nous sommes partis simplement à 5 communes au départ. Puis après, il y en a eu 14, 15 et 16. Et depuis hier, cette communauté de communes de 20 000 habitants, dans le cadre des schémas départementaux, vient de fusionner avec 2 autres communautés de communes pour être à 40 000 habitants. C'est ça l'évolution. Mais depuis le 1er janvier, je suis également maire d'une commune nouvelle. C'est l'étape supérieure, la fusion entre des communes, pour apporter les meilleurs services à la population. Je crois que la révolution territoriale, et nous avions une réunion des communes nouvelles donc le 16 mars dernier donc à l'Association des maires de France avec comme thème donc la commune nouvelle territoire d'avenir. Mais le compte rendu qui en a été fait le lendemain, le 17 mars, par l'Association des maires de France, eh bien le compte rendu a pour titre la commune nouvelle, donc une révolution territoriale qui est en marche. Cette révolution territoriale qui est en marche, elle appartient aux élus locaux de base, à chacun des conseillers municipaux, à chacun des maires. Et nous la ferons avec des hommes et des femmes élus de terrain qui ont pour unique ambition la défense de l'intérêt général et la mise en place de territoires d'avenir qui permettront d'apporter les meilleurs services à la population. Merci de votre attention.
I want to thank all the 10 speakers for their interventions, and that concludes the list of speakers. And I want to ask Mr. Wienen, do you wish to reply to the speakers? If so, you have 3 minutes. Then I have to be very short. First, about the consultation procedures. I think it's good to say that the Congress has adopted in 2014 a resolution and recommendation where the consultation process was clearly defined. And that is what we have in mind when we say this is not corresponding to the charter, what we have seen here in France. And it's also good to say that if we use a word like violation, that means that it is non-observation. If you look what it means in this context, it's non-observation of what is said in the Charter. And, well, I think that Gudrun Mosley-Turnström will go on more extensive on this point. Then we had some other questions. The lack of transparency, or maybe the need for transparency for the general public. I think that is a very important point that was brought in. Sometimes we make it so difficult, the organization of the local administration, that the inhabitants didn't understand how works it, how is the electoral process. That is the point of Ms. Buchnan. I think this is continuing effort for all involved, that we have to try to have this transparency also for the inhabitants and not only for the persons who are in the government and in the administration. Is the French situation, is it a kind of conservatism that there's so much resistance against change? I think that you can say there is a strong identity in France, and that there is also a strong participation of many people who want to be involved in the processes. So you can say this is conservatism, but I say it's also a sign that there is enough participation in France to be involved in processes like these. So I will not be negative about that. Then the question, let me see what I will take. My time is over. Let me then say that what was said about the general clause of competence, I am very, very in accordance with you, and I think that is exactly the reason that we have made a recommendation to say that. Thank you. Mrs. Mosley-Turnström, wish to reply to the speaker? If yes. So, 3 minutes. Yes, thank you, Chair. Well, in general, I follow what Jos said in his answers, and I want to reply to the first question of our Greek colleague, if we could not rectify in our recommendation the situation. Well, let me tell you, those are recommendations, and recommendations should just be an aid for improvements, and the treaty is not binding, and we in our monitorings we are taking stock of the compliance to the Charter, and then it should help to improve the situation, as it's not only the case in France, it's in many other states. So it's always you can always do better. Then I want to go into
Gunn-Marit Helgensen's question. She asked if we think there is a deadlock in the French society. Well, let me tell you, I said that even in the previous negotiation, the two houses didn't agree, and there was discontent to it. And if there is a discontent, you show it outside, and the people really couldn't understand it. So I think the whole procedure, the whole changing was not really well understood by the people because of the political discontent. So I think this is always a very difficult situation. About the youth delegate from Austria, I did not talk to him. I tell you, I'm really impressed that you saw this little missing word, and we always can improve our monitoring reports, and they are improved with the amendments you can now put, and we put an amendment by ourselves because we saw this morning as well. So I didn't tell you, and I'm impressed. You really read it. Thank you very much. Well, I think Lynn answered to most of the question. I just wanted to say the multi-layer structure doesn't make it easier to have this consultation, and if you have many layers, then the consultation process is complicated, a lot more complicated, and the intention of this new law was also to reduce structures, to make things easier, to make them better understandable. So that's the way it is. Well, nevertheless, I hope we answered your questions. Thank you for that, and thank you to the rapporteurs. The debate is now closed. We now come to the vote on the draft recommendation. The draft recommendation is contained in document CG 30 2016-06 Pro. One amendment has been tabled by the rapporteurs. Amendment number 1. And I call Mr. Wienen or Mrs. Mosel-Turnström to present the amendment. 1 minute. Oh, it's quite simple. We have used the word local where we intended also to use the word regional, and so we added. Does anyone wish to speak against the amendment? Nobody? And the rapporteurs are obviously in favour, as they have put the amendment themselves. I will not put the amendment to the vote. The vote is open. 15 seconds. The vote is closed. For the amendment, we have 134 votes, against 2, and 2 abstentions. Congratulations. The Congress will now vote on the draft recommendation as amended. A two-thirds majority is required for adoption of the recommendation. I will now put the draft recommendation as amended to the vote using the electronic voting system. The vote is open. The vote is closed. For 143, against 2, 7 abstention. The draft recommendation in document CG 30 2016-06 Pro as amended is adopted because we have the two-thirds majority that is we need to have. With that, I want to thank the two rapporteurs for the work that you have been carried out with this, and I now move over to
the debate. Following our debate on local and regional democracy in France, it is a pleasure to welcome Madame Secretary of State for Local Authorities, attached to the French Minister of Town and Country Planning, Rural Affairs and Local Authorities, Mrs. Estelle Grelier. Please, the floor is yours. Monsieur le Président du Congrès, Jean-Claude Frécon, Monsieur le Président de séance, Anders Knappe, Madame l'ambassadrice, Madame la rapporteure, Gudrun Mosler-Turnström, Monsieur le rapporteur, Jos Wienen, Bruxelles, un haut lieu également des institutions européennes, et je ne peux commencer mon propos sans dire notre solidarité avec nos amis belges et avoir une pensée pour les morts, les blessés et leurs familles suite aux événements de ce matin dans la capitale belge, événements que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, c'est avec un grand intérêt, un très grand intérêt, que j'ai suivi vos débats sur le projet de recommandation que vous souhaitez adresser à la France, qui a été d'ailleurs adopté à une large majorité, établi sur la base du rapport qui vous a été présenté, dont j'ai pris connaissance avec attention. Je veux saluer naturellement le travail accompli par les deux rapporteurs. Depuis 2012, le gouvernement français a entrepris une réforme territoriale sans précédent depuis les lois de décentralisation du début des années 1980. Je suis heureuse d'appartenir au gouvernement qui a engagé cette réforme, maintes fois annoncée, toujours reportée. Alors que nous sommes au moment important de la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale de notre République, il est intéressant de voir comment les grands chantiers qui ont été lancés depuis bientôt 4 ans sont perçus, sont reçus du point de vue européen. Un point de vue européen auquel je suis aussi à titre personnel très sensible, ayant siégé au Parlement européen de juin 2009 à juin 2012, un mandat que j'ai aimé, une expérience formidable. Mesdames et Messieurs, le rapport qui vous a été présenté et dont un certain nombre d'informations qu'il contient gagneraient à être actualisées, et la recommandation qui en découle et que vous souhaitez adresser à la France, m'invite à rappeler ici l'esprit qui a animé la réforme territoriale voulue par le gouvernement français et soutenue par le Parlement. Permettez-moi d'emblée de souligner que cette réforme a été initiée de manière à consolider notre démocratie locale, ainsi que la qualité et l'efficacité des services publics rendus à nos concitoyens. Ici, ce n'est pas seulement la secrétaire d'État aux collectivités territoriales qui s'adresse à vous, mais également l'élu qui exerce des mandats locaux depuis 15 ans et la parlementaire qui a participé activement aux débats qui ont précédé le vote par le Parlement français de chacune des lois de la réforme territoriale. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de revenir ici sur quelques éléments de contexte. Au cours des 30 dernières années, la population de notre pays s'est accrue à augmenter de 10 millions d'habitants. Et aujourd'hui, les 3/4 de la population française se concentrent sur 20% du territoire national. Nos modes de vie ont changé eux aussi. Nous sommes aujourd'hui dans une période où la mobilité et les distances ne sont plus celles qui avaient présidé aux précédents découpages territoriaux. Les frontières entre villes et campagnes s'estompent, l'éloignement physique s'atténue grâce aux nouvelles technologies de la communication. Mais la France d'aujourd'hui, c'est aussi des nouvelles inégalités territoriales et des fractures parfois anciennes qui se sont aggravées entre, d'un côté, des aires métropolitaines, dynamiques, insérées dans la mondialisation, et à l'opposé, des territoires fragilisés ou qui ont la sensation de l'être. C'est pourquoi le rayonnement des métropoles que conforte la réforme doit bénéficier aux territoires qui les environnent, qu'ils soient ruraux ou périurbains. Dans cette optique, il faut mieux articuler les collectivités entre elles, de façon à ce que la solidarité entre les territoires tende vers la complémentarité territoriale. Mais ces exigences économiques ne sauraient être les seules à guider notre action publique. Ces exigences économiques s'accompagnent d'une exigence démocratique qui est au cœur de la réforme territoriale que le gouvernement français a entrepris. Or, vous le savez aussi bien que moi, nos concitoyens ont 2 exigences contradictoires. Plus d'action publique, mais moins de dépenses publiques. En d'autres termes, cela signifie toujours autant de services publics, voire même plus de services publics, mais toujours moins d'impôts. Depuis les lois de décentralisation de 1981-1982, les structures se sont empilées, les organismes additionnés, les compétences se sont enchevêtrées. Il fallait donc simplifier notre organisation territoriale. C'est un impératif démocratique qui dépasse largement la recherche d'une action publique locale efficace.
La réforme territoriale tend à rendre plus intelligible aux citoyens l'organisation de leur pays afin de les réconcilier avec la décision publique. Moderniser l'action publique territoriale, cela suppose de viser 3 objectifs: la clarté, la compétitivité, la proximité. Et notre réforme s'articule autour de 3 lois. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, que nous appelons la loi MAPTAM, du 27 juillet 2014, qui notamment crée 10 métropoles, ce qui porte leur nombre à 13, et met en place les conférences territoriales de l'action publique, les CTAP. La loi relative à la délimitation des régions du 16 janvier 2015, qui met en place les 13 grandes régions auxquelles s'ajoutent, ne les oublions pas, les 5 départements et régions d'outre-mer. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 août 2015, qui supprime la clause de compétence générale des départements et des régions, renforce les intercommunalités et les régions et clarifie les compétences de chaque échelon. La loi NOTRe, qui est donc la 3e et la dernière pierre de l'édifice de notre réforme, fixe une nouvelle répartition des compétences entre les différents échelons de collectivité. C'est pourquoi la clause de compétence générale, qui permettait aux régions, aux départements et aux communes d'intervenir en dehors de leur mission principale de manière parfois concurrente, souvent redondante, a été supprimée pour les départements et les régions. Nous lui avons substitué un panel de compétences précises que la loi confie à chaque niveau de collectivité. Votre rapport déplore la suppression de la clause générale de compétences en estimant qu'elle restreint le champ des prérogatives des collectivités locales. J'avoue que je ne vous comprends pas sur ce thème. Pour notre part, nous considérons à l'inverse que cette suppression a incité le législateur à mieux définir les responsabilités de chaque niveau de collectivité, régions et départements en particulier, ce qui a pour effet de renforcer les capacités d'exercice de la démocratie locale. Quand plus personne ne sait qui fait quoi, comment peut s'exprimer le citoyen électeur aux élections régionales et départementales? Par ailleurs, cette suppression n'a aucunement pour effet de limiter le champ des prérogatives des collectivités locales prises dans leur ensemble. Ainsi, si, par exemple, un département intervenait pour partie sur le social et pour partie sur le développement économique, et qu'une région faisait la même chose, demain se dessine le département spécialisé sur le social et la région concentrée sur le développement économique. Pour les compétences pour lesquelles un chef de file est reconnu, les différents échelons de collectivité seront alors stimulés de manière à mieux se coordonner, notamment au travers de la conférence territoriale de l'action publique issue de la loi MAPTAM que je viens d'évoquer du 27 janvier 2014. Créées dans chaque région, ces conférences rassemblent l'ensemble des exécutifs locaux sous la présidence du président de région et, le cas échéant, en présence du représentant de l'État. Elles sont chargées de coordonner les politiques publiques et la répartition des compétences entre chaque échelon. Grâce à ces conférences, les représentants de tous les territoires pourront définir dans la concertation l'organisation des compétences de façon souple et décentralisée. En effet, les territoires sont divers et cette diversité suppose une action publique adaptée à la réalité de chaque territoire. Ces conférences sont le moyen de favoriser la coopération plutôt que la concurrence et de développer une culture du contrat, du pragmatisme et de l'efficacité au service des citoyens. Vous le voyez, les 3 textes qui fondent notre réforme territoriale s'articulent de manière parfaitement cohérente. Désormais, notre répartition des compétences entre échelons de collectivité est claire et lisible. Aux régions, le développement économique et l'aménagement du territoire, aux départements, la solidarité sociale et territoriale, au bloc local, les communes, les intercommunalités, la proximité et la gestion des services publics locaux. Contrairement à ce que j'ai pu lire, cette réforme territoriale a fait l'objet de larges concertations dès le début du quinquennat en 2012. Avec l'ensemble des associations d'élus, et je veux dire ici qu'elles sont nombreuses, spécialisées et très organisées dans notre pays. Je tiens d'ailleurs à saluer la grande capacité d'écoute de Marie-Lise Lebranchu, alors ministre chargée de la décentralisation, avec Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée, puis André Valigny, secrétaire d'État, à ses côtés. La ministre a œuvré pour que tous puissent s'exprimer avec le sens du dialogue que chacun lui reconnaît. Ensuite, la discussion parlementaire a duré plus d'1 année,
avec une navette parlementaire entre les deux chambres du Parlement qui a permis l'adoption de très nombreux amendements et une évolution sensible du texte sur des points importants. Je pense notamment au rôle des départements ou à la taille minimale des intercommunalités. Le gouvernement a entendu ses partenaires locaux et les élus de terrain. Enfin, au terme de ce qu'il est convenu d'appeler un marathon législatif, un accord a pu être trouvé en juillet dernier en commission mixte paritaire, à laquelle j'ai pu d'ailleurs participer, entre les deux chambres, un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. J'y vois naturellement le signe d'un rapprochement des points de vue, d'un compromis, sinon d'un consensus sur l'esprit de la loi. Sans la concertation, sans le dialogue permanent, cet accord n'aurait pas été possible. Je veux y insister. Je tiens à le dire ici, j'y vois également et surtout la marque d'une démocratie parlementaire vivante et saine qui joue pleinement son rôle. En France, la loi est l'expression de la volonté générale, a fortiori lorsque les deux chambres du Parlement arrivent à s'entendre. Le gouvernement propose, le Parlement dispose. C'est ainsi que nous voyons les choses. C'est notre système législatif, c'est notre Constitution. Une fois que la loi a été examinée, amendée, modifiée, et croyez-moi, cela peut prendre des jours et des nuits, pendant de longs mois, et j'en sais quelque chose en tant qu'ancienne députée. Eh bien, une fois ce débat achevé, la loi est promulguée et elle s'applique, c'est la loi de la République. Et je reviendrai de manière détaillée sur les conditions de la consultation lors du redécoupage des régions à l'occasion d'une des questions qui me sera posée. Ainsi, après le temps du débat parlementaire, vient désormais celui de la mise en œuvre opérationnelle de la réforme dans les territoires, et nous y sommes. Dans cette mise en œuvre, le rôle de chaque collectivité est clairement identifiable. Ainsi, les régions vont bénéficier des leviers stratégiques pour préparer l'avenir, formation professionnelle et orientation, soutien aux entreprises et internationalisation, infrastructures et transports, tout ce qui relève de l'attractivité économique sera du ressort régional. Avec des compétences renforcées, nos régions se hissent au niveau des compétences des grandes régions européennes pour renforcer la compétitivité de leur territoire, de tout leur territoire. En effet, appartenir à des régions plus fortes est aussi une chance pour les zones les plus fragiles. Dans cet objectif, les régions devront adopter deux schémas prescriptifs, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de l'économie, et le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, qui donneront un cadre aux interventions des autres collectivités. À cette fin, les régions bénéficieront des leviers que leur donnent les fonds européens, dont elles deviennent plus largement autorités de gestion. Les régions voient également leur pouvoir réglementaire étendu et pourront ainsi proposer des adaptations aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration qui les concernent. Elles pourront ainsi, dans le respect de la loi nationale bien sûr, adapter leur action aux spécificités de leur territoire. C'est une véritable révolution silencieuse qui est en train de s'accomplir dans le respect de l'article 72 de la Constitution française, qui garantit leur autonomie aux collectivités et veille à ce qu'aucune d'entre elles n'exerce de tutelle sur une autre. Notre réforme territoriale a également pour objectif de renforcer les intercommunalités. Nous le savons tous, les communes sont l'échelon démocratique auquel chaque Français reste attaché, car le maire est bien souvent le seul visage de la République dans une petite commune comme dans une grande ville. Pour autant, situation unique en Europe, ça a été souligné, plus de la moitié de nos communes ont moins de 500 habitants, 75% moins de 1000 habitants et 86% ont moins de 2000 habitants. Et dans les plus petites communes, les élus municipaux témoignent souvent de leurs difficultés à répondre aux attentes grandes des administrés de leur collectivité. Sur ce point, je souscris, Madame, Monsieur le rapporteur, à l'analyse dressée par votre rapport qui dénonce à juste titre le chevauchement de compétences dû en partie à la structure complexe des niveaux d'autorité territoriale infranationale, ce qui explique que de nombreuses petites communes, en particulier dans les zones rurales, n'ont pas la possibilité d'accomplir certaines de leurs missions. C'est pourquoi la loi du 16 mars 2015 facilite les regroupements communaux autour des communes nouvelles, ça a été signalé par un certain nombre des orateurs, qui, là où elles existent, ont déjà permis de rationaliser le fonctionnement communal. Ce dispositif préexistait à la loi qui y a ajouté des incitations fiscales. Alors que les précédentes lois avaient été suivies de peu d'effets, la loi du 16 mars 2015 a permis la fusion de 1090 communes en 317 communes nouvelles, faisant ainsi passer la France pour la première fois, monsieur le rapporteur, sous le seuil des 36 000 communes. Cela a donc changé depuis la Révolution, cela vient de changer. À titre de comparaison, seules 25 communes nouvelles, rassemblant 70 anciennes communes, avaient été créées entre 2011 et 2015.
Si je partage votre constat sur la nécessité de répondre à l'extrême émiettement du tissu communal français, ce que nous faisons avec les communes nouvelles, je n'en tire pas tout à fait les mêmes conclusions. Pour la secrétaire d'État aux collectivités territoriales que je suis, les communes ne sont pas contraintes de déléguer au niveau intercommunal. Elles y sont encouragées, notamment par la loi, afin de pouvoir pleinement assurer leur avenir. L'intercommunalité est l'avenir des communes. C'est en créant des dynamiques de mutualisation, de solidarité, de projets que les communes pourront continuer à œuvrer dans le respect de leur identité propre. D'ailleurs, cet essor des communes nouvelles n'est pas contradictoire avec le développement et l'agrandissement des intercommunalités. Plus les intercommunalités seront grandes, plus la commune conservera son rôle de collectivité de proximité. Et si la commune est plus grande, elle aussi, elle pèsera davantage dans l'intercommunalité. C'est ainsi que l'envisagent les élus municipaux qui s'engagent dans cette démarche volontaire. Au-delà du mouvement des communes nouvelles, s'organisent des communautés de communes aux périmètres élargis, aux compétences étendues. Et c'est dans nos campagnes que le renforcement de l'intercommunalité sera le plus utile pour disposer d'une taille critique suffisante, tant en matière de ressources humaines que de moyens budgétaires. Les périmètres des intercommunalités épouseront donc ce que l'on appelle les bassins de vie, et pour y parvenir, un seuil minimum de 15 000 habitants a été retenu, adapté à la réalité des territoires et notamment à la densité démographique. En outre, les communautés issues de fusions intervenues depuis le 1er janvier 2012 et comptant au moins 12 000 habitants ne sont pas concernées, la succession rapide des fusions pouvant s'avérer déstabilisante. Des compétences obligatoires nouvelles seront transférées aux intercommunalités. Au 1er janvier 2017, la collecte et le traitement des déchets ménagers, la promotion touristique, les aires d'accueil des gens du voyage et, à partir de 2020, l'eau et l'assainissement en deviendront des compétences obligatoires optionnelles à partir de 2018. Ce nouveau processus intercommunal va permettre aussi de diminuer le nombre des syndicats intercommunaux. De façon comparable, le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, le nombre de communautés de communes à fiscalité propre poursuit sa tendance à la baisse. Au 1er janvier 2017, la France comptera entre 1200 et 1300 EPCI contre 2133 au 1er janvier 2016. Cette mise en place de PCI de taille significative garantit à nos concitoyens un service public de qualité grâce à la mutualisation des moyens qu'elle facilite. Les départements continueront pour leur part à assurer les missions de solidarité sociale et territoriale. D'ailleurs, le débat se poursuit avec les départements qui ont demandé à l'État une recentralisation de la prise en charge financière du revenu de solidarité active, prestation qui, il est vrai, relève avant tout de la solidarité nationale. Nous y travaillons avec Jean-Michel Baillet, le ministre de l'Aménagement des territoires, de la ruralité et des collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler ici que tout en renforçant les leviers de l'action publique, le gouvernement français est déterminé à redresser les comptes de notre pays. Ce sera mon dernier point. La réforme territoriale doit permettre à terme de faire des économies. Comme l'a indiqué le président de la République, la réforme territoriale dégagera des économies, le Premier ministre ajoutant « Cette réforme illustre notre détermination à réduire la dépense publique et les Français y voient l'objectif premier de la réforme. Tous les sondages en attestent. » La réforme est donc pleinement cohérente avec la trajectoire de redressement des comptes publics de la France. La réduction inédite des concours de l'État aux collectivités, 12,5 milliards de baisse entre 2014 et 2017, déjà largement réalisée, incite les collectivités à davantage maîtriser leurs dépenses. La dépense locale est ainsi en baisse nette de 0,6% en 2015. C'est un contexte difficile, sollicitant pour les élus. Avec la clarification des compétences et le renforcement des mutualisations, la réforme territoriale facilitera la réalisation de ces économies sans sacrifier, et j'insiste sur ce point, les services rendus à la population en travaillant à leur adaptation à la bonne échelle tout en réduisant les inégalités territoriales. Le gouvernement français a par ailleurs très sensiblement renforcé ces dernières années les solidarités financières entre les collectivités dans un dialogue permanent avec les représentants des collectivités territoriale. Aujourd'hui, dans un contexte de montée en puissance des régions et des intercommunalités, le gouvernement tient à poursuivre et à renouveler les modalités du dialogue qu'il entretient avec les collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, j'en viens à ma conclusion en 10 secondes avant de répondre à vos questions. Comme vous pouvez le constater, c'est bien dans un esprit de concertation, j'insiste, de concertation, que se construisent les grands chantiers initiés par le gouvernement français.
Les citoyens et les élus locaux doivent maintenant s'approprier complètement les outils que la réforme territoriale a mis à leur disposition afin de peser davantage dans les prises de décision publiques. Nous sommes en phase d'adaptation et un certain nombre de mesures tendant à faciliter cette appropriation en prise avec les retours du terrain auxquels nous sommes très attentifs sont en cours de validation par le Parlement, de discussion par le Parlement. Pour finir, je souhaiterais rappeler qu'avec la réforme territoriale qu'il a décidée, le gouvernement a conforté le modèle français d'action publique. En France, l'action publique est une. Elle est incarnée dans les territoires par les services que rendent à nos concitoyens les agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. En rationalisant son organisation territoriale, en confortant son modèle d'action publique, la France s'est donné les moyens d'être à la hauteur de ses responsabilités et de ses engagements en Europe et dans le monde. J'espère par ce propos, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, ainsi que tous les membres du Congrès, vous avoir convaincu des motivations du gouvernement français. Je vous remercie. Thank you, Secretary of State, for the speech. And we have 6 table questions in document CG 30, 2016-20. They are tabled. But we have been running out of time now, so I want to ask the Secretary if she could give to the Secretariat written answers on the questions that we could submit to the members, because we don't have time now for the 6 questions and answering on them, because we have to close the session at 1 o'clock and it's already nearly 1:05. So thank you so much for attending the meeting, and we look forward for the written answers that you will give to us. The sitting is now closed. There will be an exhibition, Excellences of Monteferrato and of the Inferno, followed by a reception held in the lobby of the Committee of the Minister. I hope you can attend. Please remember to take your badges from the voting system. And as you know, Mr. Markula is not coming, the President of the Committee of the Region, due to transport difficulties. For the reason, the next sitting will start in the Congress at 3 o'clock sharp this afternoon. 3 o'clock sharp this afternoon. Thank you.